Alors il y aura deux parties dans cette table ronde. La première, 4 hommes vont parler en moins de 5 minutes et en bien, de 4 personnalités médicales féminines issues de la faculté de médecine de Montpellier qui ont eu chacune un parcours singulier. Thierry Lavarde-Bertrand pour Agnès Maclaren, moi-même pour Glafira Ziegelman, Jean-Max Robin pour Lola Feguin-Abadi et Michel Voisin pour Elisabeth Lafourcade, et Bernard Guerrier conclura cette première partie avec l'évolution de la physionomie des carrières hospitalières et hospitalo-universitaires au cours des temps jusqu'à nos jours. Et la deuxième partie sera animée par Isabelle Lafont, la doyenne Isabelle Lafont, première doyenne femme de la faculté de médecine, première présidente femme de la conférence des doyennes et doyens. La suite viendra. Elle est accompagnée de Marianne Kermark, qui a été vice-doyenne étudiante, de Marie Tuffery, actuellement interne à Millau, et le professeur Astrid Herrero, professeur de chirurgie digestive. Et donc elles réagiront à ce qu'évoque pour elles ce parcours et comment leur exemple peut irriguer nos pratiques actuelles. Alors, merci beaucoup pour cette introduction. D'abord, je souhaite remercier chaleureusement Madame Verdelan, la présidente, qui m'a permis d'être là aujourd'hui, qui m'a invitée. Et je suis très heureuse qu'on ait pu monter ce temps avec le professeur Olivier Jonquet, que je connais depuis que je suis toute petite, et que je remercie également de m'avoir donné cette opportunité. On a voulu, avec Olivier et avec Michel, monter une session un tout petit peu atypique. Donc, c'est un format table ronde. On a fait rajouter plein de chaises par rapport à ce qu'on fait usuellement, je crois. On a voulu effectivement une assemblée paritaire et on a voulu raconter quelque chose qui s'écrit dans l'histoire. L'histoire, elle s'écrit de toute façon, elle est écrite telle qu'elle a été écrite, mais l'histoire, elle s'écrit aussi avec les jeunes qui arrivent derrière et avec le devenir. Et donc on a voulu écrire dans cette table ronde la parité, puisque nous sommes des hommes et des femmes. Alors on n'est pas très mélangés, mais c'est comme ça. On a voulu écrire la connaissance de l'académie à travers ces académiciens qui sont là et que je remercie d'avoir accepté de se prêter à cet exercice. Et puis on a voulu écrire également les générations à travers des générations de jeunes femmes qui sont ici présentes, qui sont des femmes exceptionnelles, dont je vous dirai 2 mots et qui prendront la parole et qui vont pouvoir interagir sur ce que vous allez leur raconter, messieurs, avec leur regard à elles de jeunes femmes de 2025. Voilà, donc merci beaucoup encore une fois à ceux qui ont rendu cet exercice possible et merci à toutes et à toutes d'être là. On est parti pour 1h15 de table ronde. Voilà, bienvenue. Alors nous commençons avec Thierry Lavarde-Bertrand qui va évoquer Agnès Maclaren, la première femme diplômée de la faculté de médecine, docteur de la faculté de médecine de Montpellier. Voilà. Bien, alors, moins de 5 minutes. Agnès Maclaren, en fait, est écossaise. Elle est née à Édimbourg. Son père est presbytérien, elle-même donc est presbytérienne au départ. Son père sera maire d'Édimbourg et la famille est très impliquée dans la lutte pour les femmes. Et Agnès va d'emblée, d'une part, s'inscrire dans cette lutte-là et d'autre part, enseigner, soigner les populations pauvres d'Édimbourg. Cette préoccupation sociale est vraiment essentielle aussi dans sa vie. Mais la vocation médicale venant, cette vocation lui est interdite dans son pays et elle va donc venir à Montpellier. Ce qui est remarquable, c'est que lorsqu'elle débarque à Montpellier en 1875, c'est l'évêque de Montpellier, le nouvel évêque, Monseigneur de Cabrières, qui va insister auprès des professeurs de la fac de médecine pour qu'elle soit reçue, et elle est reçue par équivalence de diplôme, puisque, comme on l'a souligné, à l'époque, les femmes n'avaient pas accès au baccalauréat. Mais elle a des diplômes anglais qui sont admis en équivalence. Elle va suivre son cursus, passer sa thèse sur les versions de l'utérus, s'insérer, s'impliquer et s'installer sur la Côte d'Azur, où elle va soigner les riches anglais, et comme eux peuvent payer, ça lui permet aussi de soigner les pauvres. Elle va se convertir au catholicisme en 1888, elle a 61 ans, elle va devenir tertiaire dominicaine, et puis elle va partir en 1905 en Inde,
et plus exactement à Rawalpindi, donc ce qui est actuellement le Pakistan. Il fondait un petit hôpital Sainte-Catherine pour le soin des femmes indiennes qui sont privées par la tradition de la purda, qui interdit aux femmes d'être examinées et suivies par les hommes, et qui donc va se dévouer aux soins aux pauvres et aux pauvres femmes en Inde. Et en fait, à la fin de sa vie, elle va faire la connaissance de Anna Dengel. Anna Dengel, qui est une Autrichienne, à qui elle va conseiller de faire ses études de médecine pour justement pouvoir traiter les pauvres, et notamment en Inde. Et Anna Dengel va fonder dans la suite, après la mort d'Agnes MacLaren en 1913, la congrégation des Medical Mission Sisters, qui exerce encore dans ces pays où les femmes sont les premières victimes de la pauvreté et de la maladie. Et en fait, vous voyez que dans cette vie d'Agnes MacLaren, il y a 3 pôles étroitement liés. Il y a le combat féministe, il y a la préoccupation sociale, et notamment le service des plus pauvres. Or, il se trouve que dans beaucoup de pays, les plus pauvres sont aussi des femmes. Et d'autre part, la nécessité pour qui veut s'impliquer et dans le combat féministe et dans le service des pauvres et des pauvres femmes, eh bien la nécessité de conquérir des grades universitaires qui ne sont pas simplement une reconnaissance de nature féministe, mais aussi le moyen indispensable pour qu'elles puissent, à l'instar des hommes, pouvoir être efficaces sur le lieu de leur apostolat. Ces 3 choses sont liées et c'est vraiment quelque chose de nouveau et de profondément fécond, je pense, qu'a apporté cette Écossaise qui est venue étudier la médecine à Montpellier. Je vous remercie, je pense que j'ai tenu vite. Glafira Ziegelmann. Glafira Ziegelmann est née en 1871 à Orenbourg, dans l'Empire russe, aux frontières de l'Asie, dans une famille aisée, d'origine juive, convertie à l'orthodoxie, avec son amie Raïssa Lesk, la future mère de Joseph Kessel. Elle s'inscrit en 1894 à la faculté de médecine de Montpellier après un bref passage à Genève pour se perfectionner en français. Glafira est une étudiante brillante, travailleuse, réservée. Son amie Raïssa est, disons-le, plus expansive. Elle fréquentait les cercles d'étudiants révolutionnaires russes présents à Montpellier. Glafira tente et réussit le concours de l'externat en 1897. L'année suivante, poussée par le professeur Restor, elle est reçue à son premier concours de l'internat des hôpitaux de Montpellier. C'est la première femme admise à ce concours à une époque où c'était encore un concours et un concours hospitalier. En 1899, elle soutient sa thèse, elle se marie avec un de ses confrères, le futur professeur Amance Gossel, et l'amène en voyage de noces à Orenbourg, où elle retrouve sa famille, bien sûr, et son amie Raïssa, qui avait été mariée avec le docteur Kessel. Là aussi, c'est une autre histoire. Glafira et Amance Gossel sont tous deux titulaires en 1900 du prix Buisson, nom d'un ancien doyen qui récompense les étudiants les plus brillants. En 1903, une première en France, elle est reçue au concours de chef de clinique en obstétrique. En 1907, son mari, Amance, réussit à son premier concours l'agrégation de médecine, sans piston. En 1910, entraînée et soutenue par les professeurs Greenfeld, Grasset, Guérin et Rosier, les ténors de l'époque, Glafira s'inscrit au concours d'agrégation. Elle monte à Paris, y demeure plusieurs semaines pour passer les épreuves écrites et orales. Les épreuves écrites sont anonymes, au dépouillement. Ziegelmann est admissible à l'oral, mais pas Glafira. Selon la belle expression de Madame Fabre-Rousseau, actrice de l'ouvrage « Elle venait d'Orenbourg ». On lui déconseille de se présenter aux épreuves orales. Une femme ne peut pas être professeure de médecine. Les mentalités n'étaient pas préparées. Le docteur Charles Fissinger, à l'origine d'une longue dynastie médicale, membre correspondant de l'Académie des médecines, avait écrit un article dans la revue Médecine moderne en 1900, sur l'inaptitude médicale des femmes.
une anthologie de poncifs, qui a été évoquée tout à l'heure. La femme, par la force des choses, en vertu de l'infirmité naturelle, ne peut être qu'un thérapeute médiocre. La femme de génie, scientifiquement parlant, n'existe pas, n'est-ce pas, Muriel? Enfin, le temps me manque. Elle reste toutefois à Paris le temps de se présenter aux épreuves orales. Elle tient à se présenter aux épreuves orales. Ceux qui sont passés par ces concours où tout est écrit d'avance connaissent le résultat. Elle est recalée, elle ne s'en fait pas, elle prend le train, au passage elle achète quelques jouets pour ses enfants, elle rentre à Montpellier. Mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès. Non, non, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Mais quelque chose que sans un pli, sans une tâche, j'emporte malgré vous, messieurs, c'est mon panache. Cyrano n'est pas loin. Elle revient donc à Montpellier. Elle y a exercé brillamment la spécialité d'obstétrique. Pour la petite histoire, mon père, son jumeau et ses frères ont été accouchés sont venus au monde grâce à elle. Et je pense que la mère de l'un d'entre nous aussi. Elle s'engage aussi dans des œuvres sociales de l'époque. Pendant la guerre de 14-18, elle est médecin-chef ce qui était à l'époque le sanatorium de Bon Accueil, tout en levant ses enfants, et Hélène et Georges. Elle décède en 1935. Outre les ouvrages qui lui sont consacrés, un amphithéâtre de la nouvelle faculté de médecine porte son nom. On dit souvent qu'à côté d'un grand homme, il y a toujours une femme. Et dans le cas présent, à côté de cette grande dame, il y eut aussi son grand amour, Amance Gossel, son mari. Je trouve ce tableau touchant. C'est la seule femme représentée dans la salle des actes de la faculté de médecine. Et c'est la famille qui a tenu que Glaphyra apparût sur ce tableau pour illustrer la personnalité et la fécondité de ce couple au destin si singulier. Je vous remercie. La parole est maintenant à Dr Jean-Max Robin pour nous décrire le parcours de Lola Hélène Feghin-Abadi. Lola est née le 21 mai 1881 à Samara. Samara dans l'immense empire russe aux frontières du Kazakhstan. Elle est issue d'un milieu aisé, mais elle est juive. Et à l'époque, être juif, c'est non seulement subir l'horreur des pogroms, mais c'est aussi la discrimination. Lola n'a pas encore 18 ans et rêve de devenir médecin. Elle décide donc de se rendre en France, et tout spécialement à Montpellier, dont la faculté de médecine est mondialement connue. En octobre 1899, elle écrit à sa mère, 6 mois déjà que je suis à Montpellier. Je ne connaissais presque personne. Mon français restait insuffisant et mon accent faisait rire tout le monde. Et puis, je me rendais compte que les étudiants, presque exclusivement des hommes, me faisaient sentir qu'une femme n'avait pas sa place en médecine. Heureusement, plusieurs professeurs, en particulier les professeurs Forgues et Jeanbrot, m'ont apporté leur bienveillant soutien. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer Madame Bertrand, qui m'a logé et apporté beaucoup de réconfort. Et pendant 5 ans, Lola va travailler d'arrache-pied, aussi bien à la faculté de médecine que dans la pratique hospitalière, où la chirurgie l'intéresse tout particulièrement. Et c'est là qu'elle va rencontrer le jeune chef de clinique, Jules Abadi, de 5 ans son aîné, et que leur histoire commune va commencer. Jules est déjà un brillant chirurgien, mais il rêve d'aventure. Plutôt que l'agrégation de chirurgie, il préfère partir pour l'Algérie, où il dirigera un service de chirurgie à l'hôpital d'Oran. Mais avant de partir, Lola et Jules se sont mariés. Lola, de son côté, soutiendra sa thèse en octobre 1905. Le titre de sa thèse est « De l'assistance médicale des femmes indigènes en Algérie ». Dans son introduction, elle précise, je cite,
Le sujet de thèse que j'ai adopté m'a intéressé à plusieurs titres. Comme algérienne, j'avais le vif désir de voir comment en Algérie s'était posé le problème de l'assistance médicale des indigènes, quelles raisons avaient poussé la métropole à seconder ainsi les vaincus d'hier. D'autre part, comme femme, le sort de la femme indigène me préoccupait et comme femme médecin, je sympathisais à l'avance avec une œuvre où les doctoresses jouent le rôle principal. Et elle ajoutait, toutes les formes actuelles d'assistance médicale reposent sur l'utilisation de femmes médecins. Les efforts futurs doivent porter sur l'assistance des femmes en couche, afin de diminuer la mortalité maternelle et particulièrement la mortalité infantile considérable. Le rôle de la femme médecin en Algérie prend chaque jour plus d'importance. Il s'inspire d'une idée civilisatrice et d'assistance humanitaire. Il se présente comme assez noble pour solliciter de la part du gouvernement général une amélioration de situation matérielle et pour provoquer de la part des doctoresses des candidatures plus nombreuses. Les résultats des tentatives d'assistance médicale de la femme indigène ont été déjà très encourageants et inattendus. C'est le meilleur stimulant à persévérer dans la voie tracée. Très vite après sa soutenance de thèse, Lola va rejoindre Jules, son époux, à Oran. Et tous deux vont créer un centre médico-chirurgical privé dans le quartier de Miramar qui fonctionnera 24 heures sur 24 toute l'année. Ce centre aura aussi un rôle de formation médicale très important dans une Algérie où les besoins médicaux sont immenses. Lola va d'ailleurs considérablement élargir ses domaines d'action, ouvrant des consultations gratuites aux femmes indigènes, n'hésitant pas à se rendre à leur domicile et enfin créant une école de sages-femmes musulmanes. Et c'est dans le même esprit que Lola et Jules, qui forment un couple exemplaire, vont affronter la dure épreuve de la Grande Guerre. Jules, qui avait été réformé en 1897, n'hésite pas à s'engager volontairement en 1915. Il est alors envoyé sur le front comme chirurgien de guerre. Lola le rejoint presque aussitôt. Et tous deux vont s'investir totalement pour tenter de soulager les horreurs de ce conflit. Lola est infatigable. Son énergie, sa force de caractère, son dévouement auprès des blessés qu'elle opère elle-même, souvent dans des conditions difficiles, sont remarquables. Son énergie est telle que les blessés disaient « Quand elle n'est pas là, on a moins envie de guérir ». De retour à Oran en 1919, Lola et Jules vont reprendre leurs anciennes activités. La notoriété de Jules s'affirmant de plus en plus dans le domaine médical, il devient même une légende dans le monde oranais. Soignant le maréchal Lyautey, avec lequel il va tisser des liens d'amitié, il sera même nommé ministre par le général Giraud dans le bref gouvernement de la France libre après le débarquement anglo-américain de novembre 1942. Les choses seront plus difficiles pour Lola après la défaite de juin 1940 et les lois anti-juives de Vichy. Elle est déchue de sa nationalité française et n'a donc théoriquement plus le droit d'exercer la médecine. Mais Lola ne se laissera pas faire. Voici quelques phrases de la lettre qu'elle adresse au directeur de la santé d'Oran. « Monsieur, je prends acte de la loi qui exclut de leurs fonctions les médecins de confession juive. Mais je vous informe que je continuerai à soigner Français, Arabes, Juifs, jusqu'à ce que la dernière plaie soit refermée. Ma blouse restera blanche jusqu'au bout. » Et de fait, Lola ne sera pas inquiétée. Elle poursuivra sans répit son œuvre civilisatrice jusqu'à son décès presque. Elle mourra en 1964 à 83 ans. Merci. Ces évocations vont être conclues par Michel Voisin avec le docteur Elisabeth Lafourcade. Elisabeth Lafourcade est née à Mourmelon en 1903.
Orpheline de père et de mère, sa santé fragile l'incite à venir faire ses études dans le Midi, et en 1922, elle s'inscrit en médecine à Montpellier. Elle y connaît la vie d'une étudiante pauvre, mais parfaitement insérée. Ses études sont brillantes. En 1928, elle est reçue major au concours d'internat. Sa thèse passée en 1933, diplômée de chirurgie, ce qui n'était pas fréquent pour une femme à l'époque, elle choisit de consacrer sa vie aux populations pauvres du Maghreb qu'elle avait côtoyées dans son enfance, son père étant officier colonial. Entre 1934 et 1948, elle exerce à Tunis, à Sousse, puis à Fès. À Tunis, l'accueil est plutôt froid. Elle est affectée à la maternité et au bloc chirurgical. Elle découvre la souffrance et la pauvreté à l'hôpital et en ville. À Sousse, elle est tout de suite estimée pour son dévouement. Elle travaille à moderniser l'hôpital et développe la formation professionnelle des infirmiers afin qu'ils soient plus autonomes. Le débarquement des Anglais a lieu en 1944. L'hôpital a souffert et est à réorganiser. La marine recrute un personnel féminin. Elisabeth signe un engagement temporaire et reçoit sa nomination pour l'hôpital maritime de Sidi Abdellah dans la banlieue d'Alger. En avril 1946, elle est nommée chirurgien à l'hôpital de Fès. Pour lutter contre la misère, elle fonde un dispensaire et une pouponnière, mobilisant ses contacts en France pour se procurer ce qui est nécessaire. Mais sa popularité lui porte ombrage et après quelques jours, son œuvre est fermée. En 1948, elle est nommée chirurgien-chef à l'hôpital de Ksar el-Souk, aujourd'hui El Rachidia, dans le Tafilalet, région désertique en bordure du Sahara. D'emblée, elle est enthousiasmée par les magnifiques paysages combinant étendues de sable et montagnes. Elle va se donner totalement ces 10 années au service des Berbères. L'hôpital est bien équipé. Elle opère jour et nuit. Très rapidement, les Berbères se rendent compte que ce n'est pas un médecin comme les autres, car elle les aime aussi fraternellement que si elle était du pays. Deuxième versant de son activité, aller chez les Berbères, chez eux, avec de longs et pénibles déplacements dans le désert, au volant de sa voiture ou avec son chauffeur dans un véhicule sanitaire pour s'occuper de populations misérables. Vient la guerre qui n'épargne pas Ksar el-Souk. Les infirmiers la supplient de rester à l'hôpital. Elle n'en fait rien. Elle prend sa voiture, connue de tous, traverse sans encombre les barrages des policiers ou des militaires. N'ayez pas peur, c'est votre Toubiba. La paix est signée entre la France et le Maroc, ce qui lui permet de rentrer en France à Noël 1955. Elle souffre du bras droit. Le prélèvement d'un nodule diagnostique un cancer. Elle décide de retourner à Meknès pour s'y faire opérer. Puis elle rentre à Ksar el-Souk et reprend son activité hospitalière et s'est virée dans le désert. Mais bientôt apparaissent des métastases. Elle refuse le traitement hormonal qui lui est proposé. « Je préfère, écrit-elle, utiliser le temps où je suis encore capable de travailler pour les malades plutôt que de perdre des traitements inutiles. » Ses forces déclinent rapidement. Elle opère tant que cela lui est possible. Après, il lui arrive de se faire transporter en brancard auprès des malades qu'elle voulait suivre encore. Elle s'éteint le 7 janvier 1958. À ses obsèques étaient présentes des milliers de personnes, Marocains, Berbères et Européens, chrétiens et musulmans, personnalités officielles, civiles et militaires. Au nom du roi du Maroc, le ministre de la Santé publique déclara « La majeure partie des Marocains du Tafilalet a été soignée par vous, en leur nom et au travers de vos qualités de cœur et d'abnégation, je dis merci à la France. » Ce soir-là,
un vieillard évoqua le dévouement d'Élisabeth. Allah nous l'avait donnée, Allah nous l'a reprise, mais son souvenir nous restera, car elle fut une grande marabouilla, une grande sainte qui savait tout parce que Dieu l'inspirait. Et effectivement, sa motivation était spirituelle. À 24 ans, ne voulant ni se marier, ni intégrer une congrégation religieuse, elle s'engagea dans une association de laïcs consacrés, l'association Jésus ouvrier. Dans ce cadre, sa vie fut toute donnée aux plus pauvres, jamais elle ne fit de prosélytisme. Femme de prière, elle prenait régulièrement des temps de ressourcement, notamment chez les sœurs franciscaines de Midlet, dans le couvent qui devait accueillir quelques décennies plus tard les moines rescapés du monastère Notre-Dame de l'Atlas à Tibérine. Ce parcours remarquable d'Élisabeth Lafourcade mérite bien que nous en fassions mémoire dans notre faculté et dans notre ville. Je vous remercie. Merci Michel. Maintenant, le professeur Guerrier va nous présenter l'évolution de la physionomie féminine dans les études de médecine et puis dans les différentes carrières hospitalières et hospitalo-universitaires. Bonjour à tous. Notre maire, dans son discours d'ouverture, a évoqué le plafond de verre. Pourquoi ? Car depuis 2010, 60 à 70% des étudiants en médecine sont des étudiantes en médecine. Leur cursus est brillant, elles deviennent chefs de clinique. Et pourtant, selon les dernières statistiques du CNG, en 2025, 73,4% des postes hospitalo-universitaires sont attribués à des hommes. D'où la création de ce fameux plafond de verre. Alors, quels sont les postes auxquels pourraient accéder ces étudiantes brillantes ? Ils sont de deux types. Soit à l'université, c'est les PUPH, avec valence universitaire, valence hospitalière, recrutés à l'issue d'un concours et nommés par décret du président de la République. Soit MCUPH, recrutés également à l'issue d'un concours et nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Au poste hospitalier, on peut être praticien hospitalier recruté sur concours ou être chef de service désigné par le président de la CME et le directeur du CHU, ou chef de pôle désigné par le président de la CME, directeur général du CHU et de la doyenne, en l'occurrence à Montpellier. Alors, vous voyez des statistiques du CNG qui sont patentes. On voit nettement, les hommes sont en vert, les femmes en violet. Il y a une dominante masculine chez les PUPH pour les disciplines médicales, et à contrario, une pyramide des ânes qui est plus homogène pour les MCUPH. Et vous voyez qu'il y a 51,2% de femmes, et ce chiffre s'équilibre à peu près dans les 3 dernières années. Donc, il y a une croissance des femmes au poste de MCUPH. Par contre, en matière de PUPH, le retard n'est pas tout à fait rattrapé, mais ne vous inquiétez pas, il est en cours. Or, plusieurs explications ont été données à ce phénomène. Le frein et le machisme bien connu des mandarins qui proposaient plutôt des candidats masculins et qui leur faisaient des propositions plutôt à eux qu'à leur élève féminin. Et puis, il y avait toujours cette crainte d'un manque de disponibilité d'une équipière féminine. Il y a un deuxième point qui explique cela, c'est l'autocensure. En effet, moins de femmes de 45 ans, 31%, souhaitent des postes à responsabilité que les hommes qui sont, eux, 58% à souhaiter ces postes. La triple mission du statut PUPH, à savoir recherche, soins, enseignement, peut paraître lourde. Elle souhaite
prioriser leur vie familiale, avec en particulier un désir de maternité au décours de leur étude. Alors, qu'en est-il à Montpellier? Parmi les PUPH, je vous ai fait cette progression par rapport aux professeurs. Vous prenez les professeurs honoraires, professeurs émérites, ils sont 134 sur Montpellier, vous voyez qu'il y a seulement 7 femmes. Allons à l'autre bout de l'échelle, PUPH deuxième classe, c'est le début de l'entrée dans la sphère de professeurs des universités, praticiens hospitaliers. Il y en a 49, des 14 femmes. Vous voyez, 28,6%, 7% il y a de nombreuses années, ça monte progressivement. Et vous voyez que sur les 104 PUPH de première et de deuxième classe, il y a 25 femmes, soit 24%, ce qui place notre université à un rang intermédiaire qui devrait s'atténuer, car dans la révision des effectifs de cette année, 3 femmes seront promues. Prenons les MCUPH. Hors classe, bon, 10, 5, moitié-moitié. Prenez de première et deuxième classe, vous voyez que les femmes sont en plus grand nombre que les hommes, puisqu'il y a au total 19 femmes pour 17 hommes. Le plafond de verre commence à se fissurer. Si on regarde le cas particulier de la médecine générale, je sais pourquoi le LE est parti, mais enfin, c'est une spécialité qui est très récente. La spécialité de médecine générale a été créée par la loi en 2002 et les premiers spécialistes de médecine générale sortis l'ont été en 2007. Donc c'est normal qu'il n'y ait qu'un PU de deuxième classe. Il y a 2 MCUPH de première classe et 9 de deuxième classe. Et vous voyez que dans cette spécialité, il y a une nette prédominance féminine. Prenons le cas du praticien hospitalier. Sur les 381 postes, 228 au CHU de Montpellier sont occupés par des femmes, soit 60%, on est au-dessus de la moyenne nationale. Et le paradoxe, les femmes sont majoritaires et pourtant leur accès au poste HU est limité. Il faut savoir quand même que les statuts de PH ont évolué de façon favorable et peuvent paraître plus séduisants pour une femme. D'abord, il y a une revalorisation salariale qui a été importante, une sécurité de l'emploi, une retraite sécurisée et de qualité supérieure parfois, dans certains cas, à celle de PUPH, une progression professionnelle plus rapide, la possibilité de RTT de temps partiel possible. Donc le statut de PH est plus avantageux que le statut de MCUPH. Concernant les chefs de service, il y a 87 services au CHU de Montpellier, 33 sont dirigés par des femmes et 18 par un PUPH. Vous voyez, on est au-dessus de la moyenne nationale qui est de 32%, nous sommes à 37,9%. Ça commence à se fissurer. Il y a 11 pôles au CHU de Montpellier, 4 femmes sont chefs de pôle, on est 36,6%, au niveau national, 35%. Alors, vers une fissure du plafond de verre, quels ont été les obstacles à la féminisation des postes HU? Les critères de promotion, l'importance, vous savez, l'importance accordée à la recherche et aux publications scientifiques constitue un poids chez les femmes souvent arrivées à la fin de leur formation et au début de leur décision professionnelle. Les pratiques de cooptation sont faites à partir de réseaux qui sont dominés par les hommes. C'est vrai qu'au CNU, au Conseil national des universités, qui nomme les PUPH et MCUPH, c'est dominé par les hommes, mais c'est logique, malheureusement, puisque c'est la progression, et petit à petit, ceci va se modifier. Donc, il y a un manque de modèles féminins également. Alors, quelles sont les mesures pour favoriser l'égalité hommes et femmes? La mise en place de quotas.
et surtout des campagnes de sensibilisation sur les égalités professionnelles et un mentorat et un accompagnement des femmes candidates. Et je pense que nous pouvons tous compter sur les qualités de notre doyenne pour accomplir cet accompagnement et ce mentorat. La preuve en est la promotion de cette année de 3 médecins féminines. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup, messieurs, pour vos présentations, votre respect du temps de parole et puis la façon dont vous avez présenté ces 4 portraits qui étaient remarquables, très élégantes et très pertinentes. Donc, merci 1000 fois. Sur le plan historique, pour faire un peu suite à ce que vous avez exprimé, l'aventure ne s'arrête pas là. Donc il y a eu Glaphyra en 1910 qui n'a pas été nommée professeur agrégé de médecine. La première femme qui est devenue PUPH sur Montpellier, c'était 1968. Je parle sous le contrôle de Thierry. Et c'était Marie-Madeleine Loubatière, donc 1910-1968. La première femme qui a été doyenne d'une faculté de médecine en France, c'était à Lyon. C'était en 1989. Elle s'appelait le professeur Hélène Pellet. Donc l'histoire, elle s'écrit dans le temps, et puis elle s'écrit pas très vite, c'est vrai, et elle continue. Et puis effectivement, moi j'ai eu l'immense privilège, et j'en suis extrêmement fière d'avoir été élue doyenne de cette faculté en 2021, et puis présidente de la conférence des doyens en 2025. Alors, pour redire des petites choses par rapport à ce que vous avez exprimé, je voudrais juste pour les jeunes qui n'étaient pas forcément là tout le long de cette conférence, et même si vous l'avez probablement déjà entendu hier, mais j'en suis pas certain, vous lire l'extrait de ce qu'on appelle la loi Camille C, qui a été éditée en 1880, donc c'est à la période de ces 3 biographies, à l'exception d'Élisabeth Lafourcade, qui est un tout petit peu plus tardive, et dont je vous lis le texte in extenso sur le paragraphe qui est le plus éloquent. Donc la loi Camille C, c'était l'accès des jeunes femmes à l'enseignement secondaire, c'est-à-dire au collège et au lycée, et qui sortaient du coup des établissements qu'on appelait confessionnels, auxquels elles étaient jusque-là confinées ou réservées. Il écrit « Beaucoup de jeunes filles seraient capables, sans doute, de suivre jusqu'au bout et avec succès tout le programme des lycées. Mais il ne s'agit pas de leur donner toutes les connaissances qu'elles sont aptes à acquérir. Il faut choisir ce qui peut leur être le plus utile, insister sur ce qui convient le mieux à la nature de leur esprit et à leurs futures conditions de mère de famille, et les dispenser de certaines études pour faire place aux travaux et aux occupations de leur sexe. Les langues mortes sont exclues. Le cours de philosophie est réduit au cours de morale, et l'enseignement scientifique est rendu plus élémentaire. On peut ainsi donner à l'extension de l'étude de la langue française, des langues vivantes, de la littérature et de l'histoire, tout en restreignant le nombre des années de la scolarité. Effectivement, elles n'avaient pas de baccalauréat, elles avaient une attestation, et le baccalauréat pour les femmes, c'est 1924. Donc toutes ces générations de femmes dont vous avez parlé, messieurs, sont des femmes qui n'avaient pas le bac. C'est ce qui explique cette affluence qu'on a eue de jeunes femmes qui venaient d'autres pays où elles étaient équipées d'un baccalauréat qui leur permettait de rentrer en médecine, ce qui n'était pas le cas des femmes montpelliéraines. Et puis pour terminer mes propos introductifs, avant de vous questionner, de vous donner la parole et de vous faire réagir, je voudrais vous raconter 2-3 petites choses. Alors, je ne me raconte pas souvent, mais j'ai des petites choses à raconter, quelques anecdotes que je voulais vous donner. Moi, je suis née en 1965, et 1965, ça a été très bien dit, c'est effectivement l'année où les femmes ont eu le droit d'avoir un compte en banque. Et moi, j'avais une maman de 1942 qui m'en parlait avec beaucoup d'émotion, parce que l'accès au compte en banque, c'était l'émancipation financière de leur mari. C'était un moment très important de l'écriture de l'histoire pour ces générations. Et moi, j'ai été baignée dans cette culture-là. J'ai ensuite fait médecine, j'ai passé le concours de première année, je suis devenue médecin en 1995, et j'avais moi-même dans ma famille aucun modèle. Pas de médecin dans la famille, pas d'universitaire dans la famille, donc j'avais aucune raison d'être là, sauf que je suis allée là parce que je trouvais que c'était bien, et puis que c'était une motivation profonde que j'avais à l'intérieur. J'ai été nommée PUPH en 2011, et quand j'ai été nommée professeure des universités, praticienne hospitalière, j'ai rencontré Christine Euzet, qui est... tous les universitaires de cette salle la connaissent, qui est un peu la nounou des hospitalo-universitaires, qui est cette administrative responsable du service des ressources humaines de la faculté de médecine, qui nous accueillait toutes et toutes. Et moi qui m'a accueillie, qui m'a dit « Madame Lafont, c'est bon, on passe de 8 à 9 à Montpellier ». Donc à cette époque, on n'était que 9, c'était 2011. Ensuite, l'histoire a continué. Je suis devenue présidente de ma société savante, société scientifique de MPR, qui est ma spécialité. En 2015, j'étais la première femme, effectivement. Et puis, un petit peu plus tard, en 2020,
j'ai été pressentie pour devenir secrétaire générale de ma société internationale, société scientifique également, et très fière de cette proposition, qui était une élection, c'était pas encore joué. J'ai appelé un des présidents de ma société savante française, qui m'avait aidé dans mon cursus hospital-universitaire, pour lui annoncer la nouvelle. Et des fois, il y a des petites phrases assassines que je vous livre, parce que ça donne un petit peu parfois des idées de ce qui peut se passer. Il m'a dit, Isabelle, c'est bien, mais méfie-toi un peu quand même, parce que si on te demande de devenir secrétaire général, donc membre du bureau de la Société internationale, c'est probablement parce que tu travailles beaucoup et que tu es capable de monter des congrès et qu'ils ont besoin de toi. Ça, c'est un truc redoutable. J'ai été profondément vexée. C'était en 2020, je suis restée secrétaire générale de la Société internationale de NPR pendant 4 ans, et j'ai arrêté en 2024 quand j'ai décidé de me présenter. Non, j'ai continué pendant mon... Excusez-moi, en 2021, je suis devenue doyenne de la faculté de médecine. Donc là aussi, j'ai une petite histoire à raconter. C'est que ce que je dis à tout le monde, et qui est une réalité, qui est la réalité de ma génération et ma réalité à moi, c'est que ma plus grande victoire, c'est pas d'avoir été élue doyenne de cette faculté de médecine, j'en suis extrêmement fière, mais c'est surtout d'avoir pris la décision de me porter candidate. Juste pour vous dire que le plafond de verre, c'est une réalité, qu'il est écrit dans notre éducation, dans notre implicite sociétal, il est écrit dans l'absence de modèle, et finalement, ma plus grande victoire, c'est d'avoir pris la décision de me porter candidate, parce qu'une fois que j'ai été candidate, j'ai tout fait pour être élue et j'ai été élue. Et puis pour terminer, je suis descendue de ma fonction de ma profession de la Société internationale en 2024, et derrière, je me suis portée candidate, et là, je savais vraiment pourquoi. J'étais dans une posture très différente pour devenir présidente de la conférence des doyennes et des doyens. J'ai été élue à l'unanimité, j'en suis également très fière. Alors, je vous raconte tout ça, non pas pour me vanter, mais juste pour vous exprimer que même à travers mes mots à moi, il y a encore de l'émotion, et que cette histoire du plafond de verre qui a été très bien décrite par Bernard Guerrier, et que je remercie de ces mots, c'est une réalité. Bernard, tu l'as dit, les femmes actuellement en médecine, c'est 63% d'étudiantes qui sont des jeunes femmes en 2e année de médecine. Elles en font presque partie, mais pas tout à fait. C'est 50% de femmes médecins globalement au national, c'est 50% de femmes maîtres de conférences des universités, et après, le système se casse. C'est-à-dire que pour devenir PUPH, en France, on est à 25% en moyenne. À Montpellier, quand on parle de Montpellier-Nîmes, on n'est pas à 28%, on est en dessous. On était à 15% il y a 4 ans, et maintenant on est à 20% péniblement, donc on est en dessous de la moyenne nationale encore. Et puis si on continue un petit peu le chemin, on peut regarder ce qui se passe au niveau de la conférence des doyennes et des doyens de médecine en France. Nous sommes actuellement 10 femmes pour 38 UFR, donc on est à 26%, donc c'est un peu le même chiffre que les PUPH, et puis on peut aller fouiller après dans l'Académie nationale de médecine. Là, c'est un peu compliqué de compter, il faut compter sur le site internet, tout ça, mais il y a encore un an, j'en ai compté, enfin, elles étaient 17%, je crois, des effectifs. Donc, il y a encore quelque chose qui existe, qui est très écrit dans notre société, qui nécessite d'avoir des actions, comme vous l'avez très bien dit. Alors, les présentations de ce matin étaient remarquables, mesdames, j'ai beaucoup aimé vous écouter. Il y a des questions juridiques, mais qui sont en train de s'estomper, puis il y a des questions dans l'éducation et dans la formation qu'on donne à nos jeunes et dans l'accompagnement qu'on leur prodigue. Et c'est pour ça que toute cette importance que j'exprime à travers mes propos de doyenne, qui sont des importances que j'accorde au mentorat, au fait d'accompagner les jeunes femmes qui ont des ambitions de devenir universitaires, au fait de leur ouvrir les yeux, au fait de donner l'exemple quelque part que c'est possible, c'est extrêmement important. Alors maintenant, je vais revenir sur ce qui a été raconté ce matin. Donc les 4 biographies, elles étaient très importantes. Moi, j'ai des choses à dire dessus, mais je ne veux pas monopoliser la parole, donc je vais faire réagir les 3 jeunes femmes qui sont présentes. Peut-être qu'on va commencer par la moins jeune, on va dire, le professeur Astrid Herrero. Donc Astrid, tu es femme, tu es PUPH de chirurgie et de chirurgie digestive. Tu es la première femme PUPH de chirurgie à Montpellier-Nîmes. On est extrêmement fiers de ça. Tu as été nommée il y a peu de temps, il y a 2 ans, si je me rappelle bien. Et j'aimerais que tu t'exprimes un petit peu sur ces profils. Il y avait beaucoup de chirurgiennes en fait dans la liste. Peut-être que tu as des choses à raconter. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour avoir organisé ces journées. Alors, pour revenir sur les portraits, quand j'ai lu ces biographies, je retiendrai en fait trois choses. La première, elles ont quand même tout en commun leur courage incroyable. On voit dans leur parcours qu'à chaque fois, en fait, elles ont outrepassé les codes à un moment donné ou enfreint la loi. Et c'est ça qui demandait du courage, en effet, de continuer ou de développer leur projet.
elles avaient évidemment un engagement très fort, une motivation très forte, un amour de leur métier qui était évidemment nécessaire pour pouvoir mener ces combats-là. Et puis l'autre chose commune également, c'est qu'elles se sont toujours intéressées finalement, on regarde, aux plus démunis, aux pauvres, aux minorités, et elles avaient aussi un fort attrait pour l'enseignement, la pédagogie, même si elles ont toujours mené leur excellence de recherche et de scientifique et de chirurgienne en l'occurrence, puisque c'était leur métier. Mais j'ai trouvé que ça en commun était très fort. Et je l'ai retrouvé un peu aussi peut-être dans mon parcours personnel. Donc ça c'était ces femmes-là. Voilà. J'ai apprécié dans les synthèses le fait qu'on souligne qu'elles avaient aussi un amour, un homme à côté d'elles, et que évidemment de toute façon les grands hommes, les grandes femmes, l'entourage et la vie personnelle que l'on mène est évidemment fondamentale, puisque pour pouvoir mener ces combats, il faut être absolument entouré et soutenu. Donc, ça, c'est évidemment nécessaire. Ensuite, le deuxième volet pour moi, c'était c'est une université de Montpellier, cette faculté de médecine qui, on le voit toujours dans l'histoire, a accueilli tous les étrangers, ayant des modèles, pas de modèles. Donc, il n'y avait pas et ça, c'est très important, et je crois que c'est très important aujourd'hui, cet accès, cette ouverture au monde et ce droit à pouvoir réaliser ses études de médecine. Et je crois que l'université de Montpellier, la faculté de médecine de Montpellier a toujours été pionnière là-dedans et volontaire là-dedans, et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, je crois que c'est très important. Enfin, pour finir, moi, que penser du parcours hospitalo-universitaire et avec tout ce que vous avez dit. Donc, et effectivement, je confirme, je suis la seule femme dans mon service de chirurgie digestive titulaire, la seule femme PUPH de chirurgie et la première à Montpellier en 2023, donc c'est sûr que quand on a 800 ans pour en arriver là. Je ne sais pas si on doit être fier ou pas, ou on peut toujours s'interroger, mais en tout cas, ça interroge. Moi, ça n'a jamais été un débat. Il faut savoir, je ne me suis jamais posé aucune question par rapport à ça. Donc ça vient de mon éducation, probablement, mais ça vient aussi de mes pairs, puisque j'ai eu essentiellement des chirurgiens PUPH hommes qui m'ont accueilli et qui m'ont formé, et à aucun moment j'ai ressenti de problématiques par rapport à ma situation. Donc je les remercie. Il y a Monsieur Domer qui est là dans la salle, mais il était chef de service, c'est actuellement Monsieur Navarro. Mais plein d'autres, à Nîmes, c'était pareil. Donc en tout cas, dans la chirurgie digestive, ça n'a jamais été un frein. Donc on doit se poser la question, et pour moi au départ, souvent, on m'a plusieurs fois invitée dans des colloques pour la place des femmes en chirurgie, et au départ j'avais tendance à dire c'est pas une question pour moi, c'est plus un débat, c'est terminé. Sauf que il y a ces chiffres, et ces chiffres qui sont inquiétants. Et donc mon rôle en effet, il est de casser les barrières, de casser ces codes de représentation sociale que peuvent avoir les femmes elles-mêmes d'ailleurs, en pensant peut-être qu'elles sont pas capables de mener de front tout ce qu'on nous demande, à la fois de recherche, d'enseignement, de soins. Alors la chirurgie, c'est encore un cas, je pense, particulier, parce que pour enseigner à la fois avec les étudiants en médecine et avec les internes en chirurgie, on voit bien quand même que pour les étudiants en médecine, la chirurgie, c'est toujours un questionnement. Est-ce que je vais être capable d'y arriver ou pas? Est-ce que je vais pouvoir mener ma vie de famille, etc. Donc là, le rôle, en effet, de mentor et finalement de témoigner que tout ça est tout à fait faisable à partir du moment où on a une volonté extrême, une passion extrême pour ce qu'on fait et un bon entourage.
on peut mener de front tous les combats qui sont évidemment difficiles, mais qu'une femme peut tout à fait mener autant qu'un homme. Pour finir, ce qui, je trouve, est vraiment très important, et on le voit là, je vous remercie encore de faire tous ces témoignages et ces synthèses, parce que c'est important de témoigner et de rendre hommage. C'est donc très important de témoigner de son vivant aussi, parce que du coup... non mais c'est vrai, donc il faut aussi prendre la parole et arriver à se positionner. Mais le rôle de l'hospitalo-universitaire... alors nous, on est médecins, et donc notre rôle premier de s'intéresser aux invisibles est très important. Parce que je pense que c'est en s'intéressant aux invisibles, en se questionnant sur... Il y a le monde visible, on doit l'analyser, mais tout universitaire, donc là même médecin ou non, doit s'interroger de l'invisible. Et c'est comme ça qu'on pourra, je crois, progresser et essayer de vivre dans un monde meilleur. Et aujourd'hui, je crois que c'est très important. Voilà. Merci beaucoup Astrid. Je reviendrai vers toi après, parce que moi je dis avec mes mots quand je parle de toi, tu es brillante, tu greffes des fois et tu as une épreuve scientifique qui ne fait pas lire de jalousie beaucoup d'entre nous. Donc je te ferai parler un petit peu là-dessus tout à l'heure, parce que les sujets scientifiques sont très importants. On va faire parler les plus jeunes. Alors elles sont plus jeunes, donc forcément je ne voulais pas les stresser en les faisant commencer. Est-ce qu'il y en a une de vous deux qui veut commencer ? Marie ? Allez Marie, je vais te donner la parole, donc je te présente en quelques mots. Tu es une élève de Montpellier, puisque tu as fait toutes tes études avant ton internat à Montpellier. Tu es une toute jeune interne. Tu as été diplômée de la fin de ta 6e année au Jardin des Plantes avec tes 302 compatriotes, enfin plutôt collègues, en septembre 2025. Tu fais donc partie de la promotion qu'on appelle la promotion des 800 ans. C'est ceux qui ont commencé leur 2e année de médecine en 2020, et tu as accepté de te prêter au jeu. Donc, tu réagis peut-être sur ce que tu as entendu ? En tout cas, je remercie vivement le professeur Jonquet et vous, Madame la doyenne, de nous avoir sollicités, parce que je pense qu'à notre génération et à notre jeune âge, avec notre peu d'expérience, c'est vraiment un honneur de pouvoir rebondir sur ces 4 personnages qui sont des 4 femmes illustres et inspirantes pour nous, nos générations qui montent. Des exemples parce que, en fait, elles sont impliquées, elles aiment leurs patients, elles nous donnent vraiment un exemple pour notre profession et la manière de pouvoir exercer notre métier, notre profession, notre vocation de médecin. Une vraie vocation, parce que la médecine, avant tout, si on n'aime pas ce que nous faisons, nous ne pouvons pas être de bons médecins, nous ne pouvons pas bien soigner, nous ne pouvons pas prendre le temps d'écouter nos patients. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi, moi, la médecine générale, parce que je veux avoir le temps de pouvoir suivre mes patients, que de pouvoir le temps d'avoir discuté, de les écouter, en fait, d'avoir le temps de les aimer, et que puissent avoir une confiance en moi, un vrai soutien de ma part. Et c'est vraiment ce que je retrouve dans ces 4 femmes qui, en fait, sont engagées pour leurs patients. Elles ont un engagement important. Elles sont parties, elles ont quitté leur pays pour venir et pour se former pour leurs patients. Elles ont mis parfois leur vie personnelle de côté pour les aider, les soigner, les opérer, au péril de leur vie. Si on prend l'exemple du docteur Lafourcade, qui a refusé l'hormonothérapie pour soigner, pour pouvoir continuer, en fait, pour ne pas être affaibli par les traitements. Et ces femmes-là, pour nous, les générations qui arrivent, tout comme Madame Le Doyen ou le professeur Herrero, qui sont des exemples aussi vivants avec lesquels nous pouvons échanger, nous aident et nous donnent et nous disent en fait que c'est possible, on peut le faire. Et ces femmes-là nous aident et nous confortent dans les choix qu'on pose, en nous disant ça ne sera pas facile, certes, mais vous pouvez le faire, et vous pouvez le faire parce que vous aimez vos patients, parce que vous aimez votre métier, parce que vous l'avez choisi. Et
et dans cette situation-là et dans ces choix-là que nous, on pose dans les générations qui arrivent et dans les générations qui sont passées et dans les générations qui arriveront plus tard et pour lesquelles on pourra être, nous aussi, des exemples et leur montrer qu'en fait, oui, on peut être une femme au XXIe siècle avec notre profession, notre famille, notre travail et nos patients qui nous aiment et être là pour eux et aussi pour nous et pour les nôtres. Et ces 4 femmes-là sont des exemples pour ça, c'est-à-dire qu'à travers leur vocation avec un V majuscule et leur amour avec un A majuscule pour leurs patients, en fait, on peut franchir des montagnes et s'engager pleinement en conscience et en volonté. Donc toi, c'est l'engagement qui t'a marqué. Ouais. Marie Tuffery. Merci beaucoup, Marie. Alors, je crois qu'il y a une prise de parole. Tu voulais prendre la parole un instant ? On va alterner, Marianne, comme ça tu peux te préparer. Du professeur Lavabre-Bertrand qui voulait prendre la parole. Oui, non, je voulais juste faire un complément, parce qu'on a insisté sur le fait que ces femmes sont des exemples, mais ces femmes, elles sont des exemples parce qu'il y a des personnes qui les ont mises en exergue aussi, et qui sont aussi quelquefois des femmes. Alors je pense à Agnès MacLaren. S'il n'y avait pas eu l'association Agnès MacLaren, et animée par une écossaise qui habite à Grabel, Caroline de Bladis, eh bien c'est sûr que son poids dans la faculté n'aurait pas été le même. Pour Glafira Ziegelman aussi, c'est vrai que ça a été très, très progressif. Donc il y a vraiment une convergence d'intérêts, de dynamiques, d'initiatives qui sont très importantes. Et il faut que les uns ou les autres qui ont connaissance par-ci, par-là de personnages emblématiques, eh bien, puissent les faire mettre en exergue, parce que c'est un enseignement, et on a bien souligné la place que ces 4 femmes avaient tenue dans la faculté. Dans le même ordre d'idée, je dirais que Elisabeth Lafourcade a été soutenue du début à la fin par le doyen Giraud, qui l'a accueillie lorsqu'elle est arrivée du fin fond du nord de la France, qui l'a accueillie tout au long de sa carrière. Chaque fois qu'elle revenait en France, elle allait visiter la famille. Et je remercie Marie-Claude Barjon, qui est la fille du doyen Giraud, de m'avoir confié les lettres qu'adressait Elisabeth, et notamment au moment où elle était malade. Et c'est vrai que le soutien aussi des enseignants de cette maison a été, je crois, très important dans la carrière de ces femmes. Et d'une façon plus générale, hors anecdote, le soutien des personnes qui vous accompagnent, c'est un mentorat qui est fait pour beaucoup par des hommes, enfin en tout cas ça a été mon cas, est extrêmement important, et c'est l'immense majorité des comportements, c'est-à-dire que le plafond de verre, moi ce que je dis toujours, c'est qu'il est à l'intérieur, il est dans la société, mais il est assez rarement, me concernant, dans l'entourage propre qui m'a guidée et dans ce que je perçois de ce que raconte la majorité des jeunes femmes qui accèdent à des postes à responsabilité. Non, moi je voudrais poser une question aux deux. Astrid, d'abord, à quel moment de votre carrière vous avez décidé de faire la chirurgie? Et à Myriam, je voudrais lui demander quelle spécialité avez-vous en perspective? Et puis, après, on verra. Alors moi, j'ai voulu faire chirurgie quand je suis passée dans le stage de chirurgie digestive. J'étais étudiante à Paris, dans le stage du professeur Belghiti à Beaujon, qui était le temple de l'hépatologie et de la transplantation hépatique. C'était une personnalité très forte, mais que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai eu un coup de foudre pour cet organe, cette pratique. Et je me suis plus du tout posé la question. En revanche, j'ai fait médecine, moi, et c'est ça aussi qui m'a... J'ai fait de la médecine parce que je voulais faire de la médecine humanitaire... comme elles ont pu toutes faire. Et j'avais aucune idée de ce que c'était que la chirurgie. Et en revanche, je me rappelle une chose, c'est qu'en 4e année de médecine, donc on est encore jeune, et j'avais dit à personne que je voulais faire ça, parce que ça me paraissait un peu, effectivement, je me disais, non, c'est comme si je disais que j'allais être astronaute. Et donc, le jour du choix de l'internat, j'ai choisi chirurgie et tout le monde était très étonné que j'ai choisi ça parce que voilà, j'avais plutôt un profil médecine interne, mais au dernier moment, j'ai choisi la chirurgie et je me suis pas trompée. C'est vraiment ce que je voulais faire. Marie ?
Tu veux répondre ? Alors, pour ma part, j'ai choisi la médecine générale en septembre. Et j'ai choisi la médecine générale parce que j'étais un profil d'étudiant qui aime beaucoup tous ces stages. Et chaque fois, j'arrivais dans un service, j'étais là, waouh, c'est trop bien, ça va être super, on va se régaler. Et en même temps, je restais un peu sur ma faim, dans le sens où je me disais, mais en fait, on va travailler une spécialité, toute notre vie, on va faire ça. Mais en fait, moi, j'ai envie de pouvoir voir le patient dans sa globalité et pouvoir travailler avec et réfléchir avec lui, le soigner de haut en bas, du corps au cœur. Et donc, j'ai pris le parti de choisir en fait une spécialité globale en pouvant travailler sur l'ensemble des organes et en pouvant m'appuyer sur mes confrères aussi pour spécialistes pour soigner au mieux nos patients. Merci beaucoup. Tu as une autre petite caractéristique, c'est que tu pars comme interne à Millau quand même dans le territoire très sous-dense. Donc tu as aussi un petit truc à l'intérieur qui dit que la responsabilité sociale qu'on a dans les facs de médecine et sur toutes les générations de médecins. C'est ses racines. C'est ses racines, c'est peut-être trop facile, mais elle part quand même à Millau. C'est bien, ça je crois que ça vaut. C'est nos racines. Ok. Alors, on va continuer. Je vais donner la parole à Marianne. Donc Marianne, tu es... entre ta 3e et ta 4e année de médecine, tu es donc la plus jeune de tous. Tu as la particularité d'avoir été ma vice-doyenne étudiante de cette faculté de médecine pendant 1 an, donc j'ai pu partager avec toi une année de navigation de cette faculté avec tout ce qu'on a pu rencontrer comme choses à régler. C'est pas très facile de piloter les facultés de médecine actuellement. Et Marianne, tu as été une vice-doyenne que j'ai beaucoup appréciée, avec qui on a très bien travaillé. Et en plus, tu es une engagée nationale maintenant, puisque tu es en césure. Tu t'es engagée dans ce qu'on appelle l'Association nationale des étudiantes en médecine de France, où tu es engagée sur les sujets de formation. Voilà, tu es choisie pas complètement par hasard aujourd'hui. Est-ce que tu veux réagir ? Oui, du coup, encore une fois, merci beaucoup de m'avoir invitée. Là, j'ai l'impression d'être le petit bébé de l'estrade. Vraiment, je me sens toute jeune dans mon parcours. Je ne suis pas très vieille non plus. Et j'ai eu un parcours un petit peu particulier puisque j'ai fait 2 ans de droit du coup, avant de venir en médecine. Et ensuite, là, j'ai décidé de prendre 1 an de césure en plus. Donc, c'est vrai que je rallonge déjà des études déjà longues. Mais c'était un choix et je suis très contente de ce dans quoi je me suis engagée. Du coup, déjà, pour réagir un petit peu sur ces portraits, alors bon, c'est le risque d'être la dernière dans le tour de parole, c'est que toutes les idées ont déjà été piquées, donc je vais essayer de pas trop répéter, mais ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on voit avec ces femmes-là, déjà qu'il y a toujours eu des premières femmes, et que c'est grâce à ces premières femmes que ça ouvre la porte à des milliers d'autres femmes derrière, et c'est ça qui est aussi assez encourageant, c'est qu'un jour, une femme a réussi à passer le pas, et justement à outrepasser des lois, des codes sociaux de l'époque, qui ensuite ont ouvert la vague, j'ai envie de dire, à des milliers d'autres femmes. Donc déjà, c'est toujours intéressant de voir ça et de voir grâce à quelle femme on a pu devenir médecin. Enfin, je ne suis pas encore médecin, mais j'espère devenir médecin, quand même, si je rallonge pas trop au fur et à mesure. Mais voilà, donc c'est toujours bien de se rappeler ça et un peu, entre guillemets, d'où on vient et grâce à qui on est là. Mais ensuite, ce que je trouve aussi intéressant, c'est de voir les obstacles, qu'elles ont eu, donc des obstacles qui maintenant nous paraissent aberrants, enfin de ne pas pouvoir passer le bac, de ne pas pouvoir avoir de diplôme, d'être professeur, enfin nous ça nous paraît très loin, parce que c'est des choses qui quand même maintenant sont accessibles aux femmes, mais en même temps ça permet de nous, enfin moi j'ai du coup réfléchi et mis en perspective les obstacles qu'on pouvait aussi rencontrer maintenant dans notre vie et qui sont différents, mais qui restent toujours des obstacles à cause de notre qualité de femme. Et donc l'autocensure, ça en fait beaucoup partie. C'est vrai que je me retrouvais aussi beaucoup là-dedans, et c'est l'autocensure de se dire non, je vais pas réussir parce que je suis une femme, parce que peut-être que oui, un jour je vais devoir avoir des enfants. C'est quelque chose, voilà. Moi, je travaille à côté de mes études, je travaille justement en chirurgie digestive en tant qu'aide opératoire, et on m'a tout de suite dit attention, si tu envisages une carrière chirurgicale, faut que tu réfléchisses à quel type de chirurgie, parce qu'il n'y a pas tout qui est compatible avec une vie de famille, est-ce que tu veux des enfants, voilà. Bon, c'était toujours des hommes qui me disaient ça, mais voilà, il y a quand même ça qui est encore présent, de devoir réfléchir. C'est vrai que moi je me laisse pas trop démonter, donc ça me fait pas trop peur tout ça, et de devoir combiner plusieurs choses. Mais je me dis, face à des femmes qui sont jeunes comme moi, où on se pose beaucoup de questions de spécialité,
ça peut en démotiver certaines et du coup éloigner certaines femmes de carrière, notamment chirurgicale, à cause de ce genre de réflexion, de se dire ah bah oui c'est vrai, ça va être trop, je pourrais pas tout combiner, donc je préfère prendre autre chose. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir que, et justement d'avoir des femmes très inspirantes, toujours en vie aussi, qui peuvent nous motiver et justement nous rassurer et nous dire que oui c'est possible, que certaines femmes l'ont fait, parce que ce que j'ai aussi bien aimé, c'est que c'était pas, enfin on voit dans les biographies qu'elles ont eu des enfants, mais c'était pas ce qui était au premier plan. Donc j'ai trouvé ça intéressant aussi de voir qu'elles ont pu mener des travaux dans différents pays en ayant aussi des enfants, et que c'était pas non plus ça qui représentait toute leur personnalité, d'être mère, mais surtout d'être chirurgienne et médecin avant tout. Et du coup, voilà, je trouve ça très intéressant de voir qu'on peut combiner plusieurs choses, et c'est aussi assez rassurant de voir que les femmes l'ont fait il y a plusieurs siècles et continuent de le faire maintenant. Merci beaucoup pour ton témoignage, Marianne. Je crois que ça déclenche une question ou un commentaire. Oui, je voulais simplement dire que finalement, nous avons eu les exemples de femmes remarquables dans l'histoire de la médecine et de leur engagement, mais je suis ravi de voir que nos trois personnes, nos trois femmes engagées aussi au cours déjà d'une profession déjà bien engagée pour la première, mais pour les autres en début d'engagement, mais elles ont le même, ça me fait penser qu'elles continuent parfaitement cet engagement que les femmes que nous avons présentées ont apporté. Elles ont toutes les trois un engagement tout à fait précis. Il y a la personne qui a choisi la médecine générale, ça me rapporte, ça me fait penser à une de mes filles qui a choisi aussi médecine générale parce que elle était à l'internat classe aide, mais je ne veux pas faire, c'est exactement, je retrouve exactement ce qu'elle me disait, c'est-à-dire je ne veux pas faire une seule chose dans ma vie, mais je veux être ouverte sur l'ensemble de la médecine. Et c'est tout à fait ce que vous proposez. Et toutes les trois, vous avez ce même engagement. C'est tout à fait intéressant parce que les dames, enfin les personnes que nous avons présentées, elles ont ça, mais pas que. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans les parcours que nous avons présentés. En particulier, je pense là à Lola Feggins, qui non seulement a ce caractère commun de tous ces médecins qui se dévouent pour l'autre, qui ont un engagement humanitaire, mais l'organisation. Moi, ce qui m'a frappé dans les propositions que fait, c'est en 1905, elle fait une revue des perspectives d'organisation de la médecine en Algérie, on dirait un code de la santé, en ayant eu un simple regard sur l'organisation, elle a tout de suite compris les choses. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Ce qu'on appelle une posture managériale, je crois. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, j'ai juste une dernière petite question pour Marianne, et puis la toute dernière, elle est pour toi, Astrid. Donc, Marianne, tu es devenue vice-doyenne étudiante de cette faculté de médecine. Pour quelle raison ? Oui, du coup, j'ai toujours été très engagée auprès des étudiants. J'ai du coup eu un parcours où j'ai fait une première année de médecine, ensuite j'ai fait 2 années de licence de droit. Déjà à la faculté de droit, j'ai commencé à m'engager pour représenter les étudiants, porter leurs droits et leur voix. Et ensuite, quand je suis arrivée à la faculté de médecine, je voulais continuer ça, donc je suis revenue en 2e année. Et on est venu me chercher un petit peu par la main par l'ancien vice-doyen étudiant, qui est devenu un très très bon ami, qui m'a dit « Alors toi, je t'ai repéré, je sens que tu as envie de représenter les étudiants et je sens que tu as ce truc-là. » Parce que j'étais juste entre guillemets référente de ma promotion. Et du coup, il m'a accompagnée et j'ai pu, j'aime pas trop utiliser ce mot-là, mais gravir l'échelle, où j'ai été d'abord représentante du coup de la faculté de Montpellier, enfin du coup de tous les étudiants en médecine de Montpellier au national, donc auprès de l'Association nationale des étudiants en médecine de France, où du coup il y a plusieurs congrès dans l'année auxquels je me rendais pour porter la voix des étudiants en médecine de Montpellier. Et ensuite, plus au local, du coup j'ai pu passer vice-doyenne étudiante et du coup pouvoir travailler avec l'équipe décanale, l'administration, encore une fois pour représenter les étudiants de Montpellier, pouvoir porter des projets, pouvoir régler des soucis, enfin porter aussi des valeurs fortes et pouvoir créer un vrai lien entre administration, personnel, scolarité, enseignants et les étudiants et étudiantes. Donc j'ai toujours eu cet engagement et cette volonté de représenter les autres et de porter la voix. Donc j'ai décidé de continuer ça, et puis j'ai encore continué cette année
en prenant la décision de mettre en pause mes études pendant 1 an, du coup, pour partir à Paris et continuer cet engagement, cette fois-ci du côté national, pour représenter tous les étudiantes et étudiantes en médecine de France. Et ma dernière question, elle commence par un constat. Alors, elle n'est pas préparée, hein, Astrid. Donc, vous savez tous et toutes que sur les bulletins scolaires, quand une élève est une excellente élève, on dit d'elle qu'elle est sérieuse, travailleuse et qu'elle a de la maturité. Quand il s'agit d'un élève, garçon, on dit de lui qu'il est intelligent et brillant. Quand on arrive doyenne à la conférence des doyennes et des doyens de médecine, alors le changement de nom, c'est pas moi, c'était mon prédécesseur, ce qui prouve quand même que l'histoire est en marche. Mais quand on arrive dans un collectif donc de 35 doyens et doyennes, on se fait attribuer un rôle. Puis il y a 2 gros groupes à la conférence des doyens et des doyennes, qui est le groupe pédagogie et le groupe recherche. Et effectivement, je me suis fait attribuer un poste dans le groupe pédagogie, parce que les jeunes doyennes, on est très ciblées, enseignantes, maîtresses d'école, et ça, ces 2 exemples que je viens de vous donner, c'est vraiment ça l'implicite sociétal. C'est cette espèce d'image qui colle à la peau, qui colle aux carrières, et qui vous suit en fait toute votre vie, même quand on devient président de la Conf des doyens, qui vous catégorise d'emblée, rien qu'à travers les mots et les expressions des autres, dans certaines catégories, et qui sont des facteurs très limitants. Et donc j'aimerais, peut-être qu'Astrid, si tu veux réagir là-dessus et nous parler un peu recherche et nous expliquer ton engagement recherche, qui est un vrai engagement. Tu es une excellente enseignante, tu es une chirurgienne hors pair, mais tu es aussi une engagée sur le plan scientifique. Est-ce que tu veux dire 2 mots là-dessus ? Oui, merci pour la question. C'est vrai que j'avais pas trop fait je m'étais jamais trop posé cette question-là, mais c'est du vécu, là, pour le coup, parce que on m'a fait plusieurs fois le coup que ma spécificité, c'était la pédagogie chirurgicale, puisque en plus, j'ai quand même créé des formations, etc. Et notamment Prépa-Bloc, donc, qui est la formation que j'ai créée, elle est pour ça aussi, c'est-à-dire de dire aux filles qu'on est toutes capables de faire de la chirurgie. Mais on a essayé de me mettre cette étiquette-là de versant pédagogique, et que petit à petit j'ai refusé. Alors pour le CV, je fais partie du CNU de ma discipline, et juste pour rebondir tout à l'heure, il y a eu un commentaire. Le CNU de chirurgie digestive, c'est la parité, c'est 50-50, donc depuis 2018, et je pense que ça fait beaucoup de bien au groupe du CNU, ça fait beaucoup de bien aux candidats, et notamment, et on l'a eu récemment là comme commentaire, ça fait beaucoup de bien aussi aux candidats hommes. Parce on doit être peut-être plus rassurante, plus englobante, mais toujours en étant factuelle et voilà. Donc j'en viens à la recherche. Oui, en fait, la recherche, ça a été mon premier point. C'est pour ça que je me suis retrouvée sur un parcours hospitalo-universitaire. J'ai envie de dire malgré moi, parce que c'était pas forcément un objectif dans ma vie. Mais quand j'ai fait de la chirurgie, donc je vous l'ai dit, c'était pour l'amour d'un organe, plus qu'au départ un métier. Mais bon, moi je viens d'un milieu sportif, j'ai été sportif de haut niveau, j'ai fait sport-études, donc j'avais un contact, la médecine seule me suffisait pas, il me fallait quand même quelque chose de manuel et de physique, et donc la chirurgie me convenait parfaitement. Et c'est en me questionnant sur cet organe, ces pathologies, que j'ai fait un Master 2, parce que je voulais faire de la recherche, parce que j'aimais ce côté scientifique, et je voulais faire de la recherche. Je voulais pas être PUPH, je voulais faire de la recherche. Donc j'ai fait mon apprentissage de chirurgienne, et j'ai mené mon parcours recherche. Et là, j'ai, pareil, une passion. Puis je me suis dit, je ne peux pas m'arrêter à mon Master 2 parce que j'ai répondu à une question, mais j'en ai plein d'autres. Et donc, j'ai fait ma thèse de sciences. Et puis j'ai créé des liens, etc. Donc, et finalement, c'est comme ça que je suis devenue hospitalo-universitaire, de fait. Et donc, bien sûr, la recherche, en tout cas, de se poser des questions, d'être curieux, de toujours vouloir avancer, c'est une particularité. Et donc, c'est un état d'esprit.
Et donc, je suis hyper contente d'être PUPH parce que aussi, ça me donne plein de possibilités de travailler avec les chercheurs, d'avoir des jeunes que je peux encadrer pour répondre à mes questions. Et les questions, elles sont nombreuses. Et du coup, de là, il y a la recherche et puis il y a l'innovation. Et donc, ça, c'est encore un autre pan. Et donc, il faut aussi oser innover. Donc, innover, c'est d'ouvrir des portes que personne n'a ouvertes, où tout le monde se dit qu'au départ, on ne sait pas où on va. Ça aussi, c'est important, je crois, des fois, alors, à la fois de savoir bien où on veut aller, mais parfois d'ouvrir des portes où il faut découvrir et partir dans une aventure, quoi. Mais en fait, pour moi, j'ai jamais distingué recherche, enseignement, soins. Finalement, tout est un, quoi. Oui, tu es une vraie hospitalo-universitaire, en fait. On va le dire comme ça. Ça, c'est un témoignage fort, et je rebondis sur ce qu'a dit Madame Getsch tout à l'heure. Hein. Il y a des vrais sujets, quand même, dans l'éducation scientifique, dans la formation scientifique, et dans son importance dans la construction des carrières dans l'enseignement supérieur. Voilà. Donc, moi, pour conclure, je voulais juste dire que des femmes pionnières, il y en a plein dans cette salle. Alors, je ne les connais pas toutes, je suis sûre qu'il y en a beaucoup, mais je connais au moins Madame Mandrou, qui est présente ici. Je connais au moins Dominique Deville, qui est présente également. Et puis, je crois Michel Verdeillan également. Vous êtes toutes des premières, je crois. Donc, félicitations à vous aussi, pour que ça ne soit pas que nous, quand même. Voilà, je ne sais pas si, Olivier, tu veux terminer ? Mais le mot de la fin, c'est voilà, l'histoire, elle s'écrit en marchant. L'histoire, elle est avant, l'histoire, elle est pendant, et l'histoire, elle est demain. Et je trouve que là, la brochette, elle est quand même exceptionnelle. Mais le mot de la fin, qu'on soit homme, qu'on soit femme, il ne faut pas se limiter. Il faut savoir enfoncer les portes qui sont là devant nous. Hein, certaines, les pionnières, ont enfoncé des portes. Ceux qui sont ici aussi, à leur niveau, ont aussi enfoncé des portes. Donc, la vie, elle est devant, et il faut avoir de l'ambition, il faut regarder devant, il faut aller de l'avant, voilà. Et pas être trop encombré par des choses qui limitent. La vie, elle est devant. Et merci à tous et à toutes.